Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous annonce tout de suite que je vais en faire deux. La première, c'est pour expliquer cette histoire de SVB, donc Silicon Valley Bank, et également la deuxième qui va être un peu plus centrée cette fois-ci sur l'ensemble des banques régionales aux États-Unis, voire en dehors. On va y venir en seconde partie. Donc, pour cette première vidéo, l'idée c'est de démocratiser un peu le fonctionnement d'une banque. Comme ça, vous allez un peu comprendre les tenants et les aboutissants hein, de ce qui se passe à la Silicon Valley Bank. Bon, c'est parti, let's go. Parfois, il vaut mieux avoir une simple image qu'un long discours. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des entreprises qui produisent, et des salariés également, qui gagnent de l'argent. Donc, la petite entreprise, l'usine, les bureaux, tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde produit de la richesse. Ces entreprises, donc, comme ces salariés, vont déposer leur argent dans une banque. La banque de leur choix, peu importe la banque. Et cette banque va donc voir sa masse sous gestion augmenter. La masse sous gestion, c'est l'argent inhérent à l'activité des entreprises qui sont dépositaires chez elles ou également des salariés, hein, tout simplement. Et donc, grâce à cet argent, les banques vont demander un prêt auprès de la Banque Centrale Européenne à la base pour multiplier par deux la masse sous gestion dont elle dispose, hein, la banque. Et une fois qu'elle reçoit, donc comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par un coupon en fait qui contient une série de chiffres et qu'elle va simplement saisir sur son ordinateur, hein. Et donc en saisissant cette série de chiffres, elle multiplie par deux la masse sous gestion qu'elle a dans ses caisses. Alors, à la fin de la série de chiffres, il y a des chiffres supplémentaires à saisir qui vont multiplier par 10 finalement, et non pas simplement par 2 la masse sous gestion qu'elle possède. Donc elle emprunte non plus 1 milliard, mais finalement 10 milliards, additionné au premier milliard qui est donc le fruit enfin, la sueur, hein, du travail des entreprises et des salariés. Et donc cet argent qu'elle perçoit de la Fed, c'est contre un intérêt. Et naturellement, alors, la banque va donc placer cet argent en bourse, hein. Et alors, l'activité d'une banque, hein, en principe, la plupart du temps, les banques, elles ont trois activités. Une activité de retail banking, une activité, donc ça c'est la banque de détail, c'est un peu c'est tout le monde en principe. Le private banking, qui est un peu plus haut de gamme, hein, plus cher, et ensuite le département asset management. Et là, ce qu'on va aller voir, c'est ce qui se passe dans le département asset management. Alors, le département asset management, qui vient donc de recevoir de la part du siège de sa banque, hein, à travers le prêt qu'elle a souscrit auprès de la Fed, qui vient donc de percevoir 10 milliards. Ces milliards qu'elle vient de percevoir, eh bien, elle va les répartir de la façon suivante. 80% en moyenne, hein, elles vont être investies dans un portefeuille obligataire aussi diversifié que possible pour avoir une notation en triple A de la part des agences de notation. Ce qui derrière permet à la banque d'être bien notée, hein, parce qu'elle diminue le risque en ventilant, on va dire, son investissement sur le marché obligataire. Les 20% restants vont être investis dans une classe d'actifs risqués, ce qu'on appelle le risqué asset. Parce que l'idée, hein, pour elle, c'est de générer un revenu, hein, pour pouvoir gagner de l'argent, hein, tout simplement. Et donc, l'obligation est là pour compenser d'éventuelles pertes sur le risqué asset. Bien sûr, si sur les classes d'actifs plus risqués génèrent de l'argent, que si on est sur une belle année, eh bien, les rendements générés sur le marché obligataire sont un plus pour la banque. Dans le cas contraire, les obligations sont là pour couvrir à terme les pertes éventuellement engendrées sur la classe d'actifs risqués. Dans la classe d'actifs risqués, on retrouve tout le reste, hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver les crypto-monnaies, le forex, les actions, quelques matières premières qui sont soumises aux aléas géopolitiques, comme on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine. Donc, pour vous aider à comprendre comment fonctionne le marché obligataire, on va prendre l'exemple des smartphones. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Je suis en 2021, je m'achète un smartphone. Alors, pour des raisons X, je décide de ne pas toucher au smartphone. Il est toujours dans son emballage. Le smartphone est toujours enfermé à l'intérieur. Il y a les films plastiques qui sont là pour faire office de scellé et montrer qu'on n'a pas touché au smartphone. Donc je l'achète 1200 €. C'est ce que ça coûte aujourd'hui un smartphone depuis quelques années. Et je n'y touche pas. En 2022, j'achète un nouveau smartphone. Et je me dis, tiens, j'ai pas touché au premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le revendre.
Ah oui, je vais le revendre au prix où je l'ai acheté, parce qu'après tout, il est tout neuf, j'y ai pas touché. Sauf que non, personne ne voudra l'acheter, étant donné qu'il y a, à ce prix-là, on a le tout neuf, le tout dernier modèle, donc plus technologique, plus, quoi, tout simplement. Et donc, on est obligé de brader le précédent. Je sais pas, on l'a acheté 1200 balles, bon bah allez, on va faire moins 20%, on va le vendre à 1000 balles, tout simplement. Et en espérant que quelqu'un va bien l'acheter, hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc, allez, pour toujours pareil, une raison inconnue, je suis un fan de téléphone, j'achète en 2023 le nouveau smartphone Crash Market. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix c'est toujours le même, hein, d'une année sur l'autre des téléphones en moyenne, c'est toujours le même prix. Pour l'exemple, on considère que c'est le même prix. Essayez de revendre le smartphone de 2021 au prix de 2022 ou 2023, sachant que c'est le même prix. Mais personne ne voudra l'acheter, puisque finalement, c'est on n'est plus sur la bonne année, quoi. Forcément, les précédents téléphones, en termes de valeur, bah, elles chutent. Personne n'a envie d'acheter celui de 2022 ou celui de 2021 au prix de 2023. Et d'ailleurs, celui de 2021, personne ne voudra l'acheter au prix de 2022. Donc finalement, vous vous rendez bien compte que au départ, vous l'avez acheté à 1200 balles, chaque année, vous l'achetez à 1200 balles, mais par contre, plus vous avancez dans le temps, plus les anciens smartphones perdent de leur valeur. Pourtant, à l'extérieur, ça se voit, c'est toujours un smartphone. En plus, il est tout neuf. Mais personne ne vous l'achètera. En tout cas, pas au prix où vous l'achetez vous, même s'il est toujours sous CD, tout nickel, tout neuf. Vous avez à peine porté avec vos doigts là dans son emballage et vous l'avez jamais sorti de son emballage vu que les CD sont là pour le prouver. Pour les obligations, c'est pareil. Donc là, si vous regardez les obligations de 2021, 2022, 2023, je vais vous expliquer exactement la même chose. Donc, finalement, je remplace juste smartphone par obligation. Alors, vous avez, à la différence près, bon là, que finalement, on est sur des années où on part d'intérêts qui sont, qui étaient négatifs, hein, voire à zéro, et puis finalement qui progressent. Pourquoi est-ce que les intérêts des obligations progressent? Parce que simplement l'inflation progresse. Et pour combattre l'inflation, une banque centrale doit monter les taux. Et comme elle monte ses taux, là, elle le fait, bon, elle la fait quasiment tous les mois, bah, on considère, alors pour l'exemple, je prends d'une année sur l'autre, hein, pour faire simple. Alors, si en 2021, vous avez une obligation qui vous rapportait 2%, et qu'en 2022, il y en a la suivante, la nouvelle série d'obligations émises prennent 2% de plus, donc elle vous ramène 4%, et l'année en 2023, vous êtes à 6% de rendement, bah forcément, sur le marché, c'est comme pour les smartphones, sur le marché boursier, personne n'aura envie de vous acheter vos obligations 2021 à 2%, ou vos obligations 2022 à 4%. Ah oui, pour 100 balles, enfin pour 1200 balles, autant que j'achète celle qui me rapporte 6%. C'est juste du bon sens. Ça veut dire que celle de 2022 ou celle de 2021, je suis obligé d'aller brader pour trouver preneur. Quelqu'un qui va être content, qui va être satisfait des 2% que va lui rapporter le coupon obligataire que j'aurai souscrit auprès de la Fed. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Maintenant, ce que vous allez voir, c'est que l'inverse est aussi vrai. Là, nous sommes en train de combattre l'inflation. Ça veut dire que les taux vont monter, mais à un moment, ils vont redescendre. Et donc, on va dire que là, on est en 2023, pardon, et qu'un coupon obligataire vous rapporte 6%. En 2024, il va vous rapporter 4%, et en 2025, il va vous rapporter 2%. Alors, c'est un exemple, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment un exemple. Eh bien, c'est pareil. Votre obligation à 1200 euros que vous avez acheté en 2023, c'est pas... enfin, comme elle vaut 6%, lorsque la nouvelle obligation va être émise en 2024 à 4%, c'est pas 1200 euros que vous allez la revendre. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher du rendement là où il y en a. Et donc, tous les acteurs du marché qui voudront des obligations vont sauter sur celles qui sont encore en cours de validité et qui offrent toujours un rendement de 6%. Donc, la loi de l'offre et la demande faisant son travail, eh bien, les acteurs du marché vont vouloir vous l'acheter à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez acheté. Et donc, au lieu de vous l'acheter à 1200 euros, ils vont vous l'acheter à 1600 euros. Allez, on suppose que donc en 2025, là encore, les taux diminuent, ils passent donc à 2%. Alors là, c'est la débandade. Ceux qui pourront vont investir au maximum dans celle à 6%, ils vont les racheter. Donc elle passera finalement de 1200 euros le prix initial à 2000 euros. Et là, vous aurez quasiment doublé votre investissement. Alors, et s'il y en a vraiment plus de ces obligations parce que plus personne n'en vend et que celles qui restent, bon bah voilà, tout le monde s'est arraché, bah, ils vont devoir se rabattre sur celle de 2024. Celle de 2024, là encore, elles offrent un rendement supérieur à celle de 2025, hein, de 50% quand même, c'est pas rien. Et donc là encore, elles vont passer de 1200 à 1600 euros par exemple, peut-être même un peu plus, allez savoir. Mais là, l'idée, c'est de vous aider à comprendre comment fonctionne ce marché. Là, je pense qu'on a fait le tour et que vous avez parfaitement compris. Lorsque des clients décident de retirer de l'argent, elle doit vendre la contrepartie en face, donc ses obligations, pour récupérer cette liquidité et permettre à son client de la retirer.
En faisant ça, eh bien, la Réserve fédérale américaine, elle est déjà obligée de revendre ses obligations moins cher que ce qu'elle les a payées, puisque de toute façon, le rendement est tellement bas que ça intéresse, enfin tellement bas, j'exagère, mais il est beaucoup plus bas qu'au départ, donc il y a une perte d'argent dessus. Alors non seulement, il faut savoir que une banque centrale également pratique ce qu'on appelle des frais d'entrée, des frais de sortie, et entre les deux, un haircut. Si vous coupez votre position plus tôt, eh bien, voilà, hop, vous prenez un haircut dans la tronche de X%. Donc, non seulement vous les récupérez, alors vous avez donc, dans le cas présent, vous prenez votre obligation, qui vaut peut-être 80 balles, alors vous l'avez acheté 100 balles au départ. Vous la revendez à la banque centrale, qui va en plus vous prendre 2% dessus. Donc, vous retrouvez avec 79 balles. Et donc, vous avez quand même perdu un balle. Je dirais, c'est rien, mais en soi, ça vous donne une image. Et cet argent que vous venez de perdre, qui n'est pas le vôtre, qui est celui de vos clients, eh bien vous allez vous dire, merde, il faut absolument que je bouche le trou. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pratiqué des frais bancaires, j'ai appliqué des nouveaux frais bancaires qui vont être un peu trop forts, qui vont être un peu plus forts. Ce qui énerve les clients qui sont tout en bas. C'est toujours pareil, c'est une pyramide. On a les pauvres en bas, les quelques riches au-dessus, et donc ceux qui sont en bas s'énervent et disent non, mais je suis pas d'accord avec ces frais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de banque. Ce qui pousse la banque à vendre, donc on est dans un cercle vicieux, vous l'avez compris, ce qui pousse la banque à vendre plus d'obligations. Toujours pareil, elle se débarrasse de ces obligations qui malheureusement ont perdu de la valeur, avec toujours le même principe, un haircut qui est appliqué. Et donc derrière, ça la pousse à monter ses frais de gestion bancaire toujours plus fort. Ce qui énerve les tranches du dessus, etc., jusqu'à ce que tout le monde pète un plomb et vienne retirer son argent. Et sauf que là, il n'y a plus assez d'argent. Oui, parce que à la base, les obligations achetées en question, elles valaient 100. Et maintenant, elles valent plus que 80. Enfin, quoique sur le moment, leur valeur se met d'un seul coup à fondre. Et donc, finalement, il n'y a plus assez d'argent pour rembourser les clients. Faillite. Alors, il existe, bien sûr, une sécurité, ce qu'on appelle un fonds de garantie, qui garantit aux clients, et non pas à la banque, aux clients de récupérer à minima 250 000 euros. Enfin, à minima. Si vous avez 100 000 $, vous ne récupérez pas 250 000 $, on soit bien d'accord, vous récupérez 100 000 $. Et si vous avez 250 000 $, vous êtes bien content de les récupérer. Alors ça prend un peu de temps, mais peu importe, vous les récupérez. Si vous avez 1 milliard, par contre, vous pouvez vous asseoir sur le milliard, vous ne récupérez que 250 000 $. Ça va, ça commence à venir. La Silicon Valley Bank, comme son nom l'indique, c'est la banque qui détient ce qu'on appelle les startups licornes. Alors, une startup licorne, pour votre information, c'est une startup dont la valorisation est au-dessus du milliard. Donc, ça veut donc dire que ces startups-là ne récupéreront pas plus de 250 000 $. Sauf si elles ont fait le nécessaire pour récupérer leur argent avant qu'il n'y en ait plus. Donc là, dans notre cas, la Silicon Valley Bank, d'ailleurs, elle a été le fonds de garantie, elle a perçu 25 milliards de dollars pour, en urgence, que ses clients se sont empressés d'aller retirer, mais ça n'est pas suffisant, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Alors, il faut comprendre que la Silicon Valley Bank, c'est pas également que les startups licornes, c'est également, c'est connu dans le monde, la Silicon Valley, c'est la zone on va dire, où sont concentrées le plus de startups au monde, et parmi elles comptent les plus grandes startups de ce monde, les plus fortunées, les plus valorisées en bourse. Mais il n'y a pas que ça. Les patrons de ces startups, ils ont ouvert des comptes auprès de la Silicon Valley Bank. Leur fortune est donc placée dans les comptes de la Silicon Valley Bank. Les salariés de ces patrons détiennent leurs comptes auprès de la Silicon Valley Bank. Et c'est pas fini, les fonds d'investissement, assez souvent, qui sont installés localement pour pouvoir être au plus près de l'écosystème des startups, bien sûr, et de la tech dans son ensemble, eh bien, elles ont également des comptes qui sont détenus par la Silicon Valley Bank. Donc non seulement vous avez une inflation qui ralentit l'activité économique du monde, mais en plus vous avez maintenant des startups qui se retrouvent ruinées. Alors, on va attendre un petit peu, mais ça arrive. On va avoir, je pense, une liste assez surprenante d'entreprises qui vont devoir se mettre en faillite, car incapables de payer leurs salariés, parce que même s'ils ont les fonds sont partis en fumée, et qu'elles ne pourront pas récupérer plus de 250 000 $, ça fait mal.
Donc, vous avez tout un écosystème qui vient d'être ruiné d'un seul coup. Et ça fait mal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vous ai dit que je vous ferai 2 vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se passe quelque chose aux États-Unis en ce moment. C'est pas juste la Silicon Valley Bank et puis d'autres banques par effet de contagion, c'est vraiment toutes les banques régionales qui en ce moment sont vraiment en faillite, hein, littéralement, mais on n'en parle pas. Maintenant, la Silicon Valley Bank, je la mets un petit peu à part, parce que les autres, ce qui les a plus affectés, c'est leur fort investissement en crypto-monnaie ou dans le gaz de schiste. On y reviendra pour la vidéo suivante. Silicon Valley Bank, c'est vraiment à part, c'est vraiment l'écosystème startup et entreprise de la tech qui, qui, euh, qui est impacté, hein, à travers les mauvais investissements réalisés par la banque, avec l'argent de ses clients, encore une fois. Donc, beaucoup vont penser à 2008, encore une fois, mais c'est plus comme 1907. Si vous regardez sur Wikipédia, en 1907, une panique bancaire s'est emparée du système, hein, aux États-Unis et a mis en faillite beaucoup de banques à l'époque. Donc, sans compter la récession qui s'en est suivie, qui était une catastrophe, mais bon. Voilà, donc si vous, comme je vous l'affiche là, 1907, prenez le temps d'aller sur Wikipédia de vous renseigner, c'est plutôt bien détaillé. La nature humaine, c'est toujours la même, hein. On a beau essayer de nous rassurer, on est quand même paniqué, c'est notre argent, c'est notre sang, littéralement. On a travaillé très dur pour. Donc, d'abord, je vais retirer mon argent, après moi le déluge, hein. Très clairement, je ne connais personne, et puis voilà, c'est ça la nature humaine. C'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, et c'est ce qui continue de se passer avec d'autres banques, d'ailleurs, au moment où je vous parle. Ah tiens, aujourd'hui, on est le 15, et le Crédit Suisse normalement a fait défaut. Voilà. Donc pourquoi? Tout simplement parce que les CDS du Crédit Suisse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les crédits défaut swap, autrement dit, ce sont des assurances qui permettent de se couvrir contre le risque, sont passées ce matin à 800 dollars de mémoire à 3326 dollars, donc plus de 4 fois la valeur la valeur habituelle, qui était déjà un petit peu élevée parce que Crédit Suisse s'est un petit peu fait taper sur les doigts ces dernières années. Depuis 2021-2022, les choses se sont accélérées. J'ai normalement évoqué dans mes précédentes vidéos, notamment pour regarder à nouveau ma vidéo sur Archegos Capital Management, parce que normalement j'ai fait un clin d'œil, si je ne me trompe pas, et Crédit Suisse était très fortement concerné par les bêtises faites par le fonds Archegos. Voilà. Donc au moment où je vous parle, Crédit Suisse, normalement, il y a une annonce qui doit être faite pour dire qu'elle va faire défaut, qu'elle va être sans doute rachetée, allez savoir. Concernant Silicon Valley Bank, il y a des offres de rachat faites par Goldman Sachs, entre autres, de son portefeuille obligataire résiduel, j'ai envie de dire. Et enfin aujourd'hui, alors il y a eu d'autres banques qui ont fait faillite. Tenez, aujourd'hui, on a une suspension de cours de Crédit Suisse, hein, plutôt dans la journée, et également de la Société Générale. Il faut que je regarde si la BNP a finalement son cours a été suspendu ou pas, mais bon, il y a des chances qu'il ait été suspendu également. Oui, parce que par effet de propagation, les banques sont interconnectées, interdépendantes, elles se font des investissements entre elles se prêtent même de l'argent entre elles, hein, à travers le Libor, et donc forcément, il y a une onde de propagation qui remonte, hein, lorsqu'une d'entre elles va très mal et qu'elle est assez importante, ou même si elle l'est un peu moins. Et donc il y a un effet domino, hein, qui fait que ça remonte et puis que ça affecte un peu tout le système bancaire. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire également, c'est que le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui s'approche de sa fin. Alors, il ne faut pas paniquer, il faut juste comprendre ce qui se passe. Prenons l'exemple de la Société Générale. Avant le crash de 2008, le cours de son action était monté jusqu'à 160 dollars. Depuis, elle n'a fait que descendre. Elle est même tombée jusqu'à 7 dollars de mémoire. Allez, elle oscille entre 7 et 50 dollars. 50 euros, pardon. Alors c'est entre 7, je voulais dire euros. Entre 7 euros et 50 euros. J'ai surtout plus entre 7 et 35, pour être plus précis, la plupart du temps. La suite la suite technologique, j'ai envie de dire, c'est que les banques vont progressivement disparaître du paysage, progressivement, ou peut-être même plus violemment, après tout, j'en sais rien, mais finalement, on va tous posséder un compte en banque auprès de la banque centrale de la zone à laquelle on est rattaché.
la Fed aux États-Unis, la Banque centrale en Europe, et les banques n'ont plus de raison d'exister. On aura tous un compte en crypto, nos salaires seront versés directement dessus, et voilà. Donc on a le crypto yuan qui arrive, le crypto euro qui arrive, enfin le crypto yuan pardon qui est déjà arrivé, le crypto euro qui arrive, le crypto dollar qui arrive. C'est d'ailleurs pour l'euro, il me semble que c'est comme pour le dollar, c'est Amazon qui travaille sur le projet de construction du des crypto-monnaies étatiques, et voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Maintenant que vous avez compris un peu les origines finalement de tout ce qui est en train de se produire sur le secteur bancaire depuis la semaine dernière, et que vous comprenez mieux la situation actuelle, il est peut-être temps que je vous parle de ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est un saut qui peut généraliser, tout simplement. Donc, la nature humaine, comme je vous l'ai dit à l'instant, elle n'est pas conçue pour encaisser le risque de perdre le travail, le fruit de sa sueur et de celle de ses générations passées, pour ceux qui sont fortunés, qui ont un pécule un peu plus conséquent. Donc forcément, cette histoire, maintenant que vous l'avez compris, il y a des chances que vous ayez envie d'aller retirer votre argent pour ne pas faire partie d'un nom de la farce, on va dire. Ce qui va entraîner donc cette spirale dont je vous ai parlé tout à l'heure, de panique, qui va accélérer le retrait. On va à nouveau se retrouver dans un bank run, cette fois-ci généralisé. Et on avait déjà les entreprises zombies qui commençaient à tomber de plus en plus, avec cette hausse de taux qui ne s'arrête pas, qui va continuer, qui va continuer sa progression pour endiguer l'inflation, vu qu'après tout c'est le mandat principal d'une banque centrale. Et maintenant, toutes les autres banques vont se mettre à perdre leur confiance et essayer de retirer leur argent parce que tout simplement elles n'auront plus confiance dans leur banque, elles ne sauront plus laquelle va faire faillite de laquelle ne va pas faire faillite. Ça pourrait peut-être même être salutaire pendant quelques temps pour les crypto-monnaies, allez savoir, j'en sais rien, on verra. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc attendez-vous à voir beaucoup d'entreprises vraiment faire faillite, parce que leurs banques auront fait faillite, parce que leurs clients auront retiré tout leur argent, entreprises comme particuliers, et qu'elles n'auront plus de liquidité pour rembourser tout le monde, tout simplement. Pour votre info. Bon, c'est un petit peu méchant de ma part, mais il faut bien qu'on en rigole après tout. En 1907, donc, il y avait cette panique bancaire où les banques ont perdu 50% de leur valorisation en bourse à l'époque. Il faut savoir qu'un an plus tôt, il y a eu un puissant tremblement de terre qui a ravagé San Francisco. Voilà, la qualité des constructions de l'époque n'est clairement pas celle d'aujourd'hui, donc forcément les dégâts étaient conséquents. J'ai envie de vous dire, il manque juste que The Big One frappe la Californie à nouveau, et alors là on va se dire, ok c'est sûr, la boucle est bouclée. En attendant peut-être une prochaine catastrophe, je l'espère pour eux jamais, mais allez, si on regarde les chiffres, dans un siècle, donc on verra bien. Et alors, petite parenthèse, le patron de la Silicon Valley Bank, 2 semaines plus tôt, il était en train de liquider plus de 3,5 millions d'actions. Eh oui, un patron, c'est ce qu'on appelle du délit d'initié à mon sens, parce qu'il est forcément informé de la situation, de ce qui se passe, de l'état des comptes, de l'état de la situation de la banque, c'est son rôle, c'est sa mission. Et donc forcément, il est le premier à savoir ce qui se passe. Comme il est le premier à savoir ce qui se passe, il est le premier à liquider ses actions. Donc j'ai envie de vous dire que ça aurait dû alerter les traders finalement qui se retrouvent avec 3,5 millions d'actions qui inondent le marché. Parce que, je dis ça parce que c'est arrivé plus d'une fois. En 2008, on a eu le patron de ADS, j'ai oublié son nom là tout de suite, je vais regarder, je vais vous l'afficher. Et donc, le patron de ADS, 3 jours avant la publication des résultats du trimestre ou du semestre, je ne sais plus, s'était mis à vendre, c'est pareil, ces millions de stock options qu'il avait. Le marché s'est retrouvé inondé d'actions, les traders d'ailleurs ont demandé ce qui se passait, et ils ont eu une réponse 3 jours après quand les résultats sont tombés, qu'ils étaient complètement, très 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 mauvais. Résultat des courses, le patron a été viré. Bien sûr, quand on occupe des fonctions dans des entreprises du CAC 40, on n'est pas viré comme ça, on est viré avec un parachute doré. Alors oui, c'est scandaleux, il a pris des millions grâce aux stock options dont il s'est débarrassé. Bien sûr, le cours, la valeur des premières n'est pas la valeur des dernières, mais il a pris tout ce qu'il pouvait sur les marchés, tout simplement. Et en plus, il a pris un parachute doré de 8 millions d'euros. Les entreprises, les familles françaises qui ont investi dedans et qui normalement sont encore en procès aujourd'hui, bon courage à elles. Mais à côté de ça, il faut savoir que ADS est simplement changé de nom et est devenu Airbus. Voilà. Donc tout est disponible en ligne, vous le trouvez facilement pour en prendre connaissance. Bon, sur ce,
je m'arrête là, j'ai beaucoup digressé. Je vous retrouve pour ma prochaine vidéo. Cette fois-ci, je vais vous expliquer ce qui est en train de se produire sur les banques régionales aux États-Unis de façon, de façon plus large. La SVB, c'était vraiment particulier. Et retrouvez-moi sur ma prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao. Ciao.